toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc on a compris que tu étais la personne qui allait nous présenter le contexte juridique, les fondamentaux, le cadre de notre loi de la copropriété. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de tes spécialités, ce que tu rencontres au quotidien dans ton métier? Moi, dans mon métier, je fais essentiellement du droit de la copropriété depuis environ 13 ans. J'ai fait beaucoup de droit pénal avant et depuis 13 ans à peu près, je pratique beaucoup, j'interviens en droit de la copropriété. Et en parallèle de ça, je donne des cours en droit des assurances en licence professionnelle immobilier à l'unité de Nice. D'accord. Mais essentiellement ça. Bah, écoute, c'est parfait, c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour ce soir. Tu seras mise à contribution. Alors Bertrand, vas-y, tu peux débloquer ton micro et te présenter. Voilà. Bien, alors bonsoir à tous. Ravi de vous rejoindre pour ce webinaire autour de la copropriété et puis et toutes les thématiques très intéressantes que l'on va aborder. Donc, Dréu Combalusier, c'est un ascensoriste, donc plus de 70 ans sur le Grand Paris, avec trois cœurs de métier. Le premier, c'est la fabrication et l'installation d'ascenseurs sur mesure dans tous les bâtis parisiens, notamment de façon à préserver le patrimoine parisien. On part des immeubles haussmanniens en passant par les immeubles Nouvelle Régence, etc. On a nos ateliers parisiens qui nous permettent de faire de la customisation, de la serrurerie, de la ferronnerie, de l'ébénisterie, en fait tous les métiers autour de l'ascenseur, donc de l'ascenseur et tous les métiers qui vont autour. Et naturellement, ce qui est non séparable de la fabrication et de l'installation, c'est toute la maintenance des ascenseurs. On a à peu près 7500 appareils sur Paris, Grand Paris. Et donc, la légende dit qu'on a un ascenseur dans chaque rue de Paris. Alors, je vous invite à faire toutes les rues de Paris et me confirmer la légende. Je ne l'ai pas fait personnellement. Voilà, c'est notre deuxième métier. Et puis, troisième métier, c'est la rénovation, la modernisation de tous ces beaux ascenseurs parisiens que nous avons en charge depuis maintenant plus de 70 ans. D'accord. Bah, écoute, Bertrand, tu seras également mis à contribution. Hein, donc, prépare-toi. Alors, Jérémy. Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, The Plug, une petite présentation rapide, très efficace. Je vous en prie. On va essayer. Alors, donc, The Plug, société qui existe depuis 2014. Nous sommes basés à Paris, mais nous avons des antennes un petit peu partout. Moi-même, je suis à Lyon. L'idée, c'est que nous proposons une solution de recharge pour les copropriétés qui ont des parkings souterrains. Donc, voilà, pour permettre à l'ensemble des copropriétaires et aussi aux syndics de copropriété d'avoir accès à cette solution facilement, rapidement et pour tous au même prix. Donc, je pourrais évoquer ça en détail par la suite. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Eh ben, il vaut mieux que ça soit simple, hein, parce que la propriété, tout ce qui est compliqué, on n'en veut pas. Voilà. Merci, Jérémy. Philippe, alors en tant qu'administrateur de biens et syndic, alors vous gérez quelques lots de copropriété, j'imagine. Comment ça se passe dans le Sud? Est-ce que ça se passe comme chez nous? Ça se passe forcément bien, on est au soleil, donc tout va bien. On gère effectivement, enfin mon cabinet gère 6000 lots de syndic. J'ai une activité d'administration bien, donc je fais aussi les autres activités de l'immobilier, la gestion locative et la transaction. Et là, j'interviens ce soir, bien sûr, en tant que syndic, et ravi d'être parmi vous ce soir, et ravi de pouvoir représenter l'UNIS, le deuxième grand syndicat avec la FNIM, qui gère l'immobilier en France. Oui, on connaît bien l'UNIS et on a même eu quelques représentants de l'UNIS qui sont venus et qui ont commenté aussi des textes de loi ou qui sont venus simplement pour évoquer aussi des cas pratiques. Donc voilà, donc bienvenue. Merci Philippe en tout cas de vous être rendu disponible pour ce soir. Alors, donc on va commencer et c'est vrai qu'on commence toujours un petit peu par poser les bases, les fondements, hein, voilà, pour savoir un peu où on met les pieds et si c'est solide.
Hein, on ne sait jamais. Donc, moi, j'aimerais bien que dans un premier temps, alors on aura un petit peu de Philippe, un petit peu de Gisèle, vous allez un petit peu vous intervenir à tour de rôle. Dans un premier temps, déjà qu'on explique un petit peu ce que c'est que les équipements copropriété et la différence peut-être dans la maintenance des équipements et l'entretien des parties communes. Parce qu'on se dit, mais les équipements, ils sont dans les parties communes. Alors, c'est la même chose ou c'est pas la même chose, cette histoire? Voilà. Donc, Gisèle. Alors effectivement, alors Isabelle déjà m'a dit, il ne faut pas trop parler. Donc, je vous ai préparé quelque chose de particulièrement synthétique pour poser les bases qui vont nous servir tout au long de ce webinaire, parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas avancer sans savoir véritablement juridiquement de quoi on parle. Et c'est absolument fondamental parce que ça a des implications directes sur les finances des copropriétaires, sur beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'un élément d'équipement? Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Bon, c'est les ascenseurs, les monts de charge, le chauffage, les vides d'ordures, les compteurs. Voilà, c'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde quand on parle d'éléments d'équipement de la copropriété. Pour autant, ça a une définition juridique bien précise. Donc, on connaît les parties privatives, on connaît les parties communes. Parties communes, ça appartient à tous les copropriétaires, c'est réparti en tantièmes, sans considération de l'utilité. C'est la consistance du lot qui fait en sorte que ce sera réparti en tantièmes. Ça, c'est important de bien le comprendre. Partie commune à jouissance privative, partie commune spéciale, propriété indivise de certains copropriétaires, c'est encore autre chose, et les éléments d'équipement qu'il faut vraiment dissocier des parties communes. Alors, les éléments d'équipement, c'est régi par l'article 10 de la loi de 65, c'est vraiment la référence. Et ce qui différencie ces éléments d'équipement, c'est que la dépense va être répartie en fonction de l'utilité objective de l'équipement pour le lot. Utilité objective, ça c'est très important à retenir. C'est plus des tantièmes en fonction de la consistance du lot, mais c'est l'utilité objective. Alors là, on a beaucoup d'interprétations et de jurisprudence sur la question. Oh là là, ô combien! Beaucoup d'ambiguïté, des conséquences quand même assez fondamentales. Donc, les conséquences pratiques, je saute tout de suite aux conséquences pratiques, c'est sur la fixation des charges, qui va payer, dans quelle proportion, comment on va payer. Et ça, la fonction d'utilité objective, voilà. Dans un ascenseur, c'est assez symptomatique, hein, parce que vous n'allez pas payer la même chose si vous habitez au premier étage que si vous habitez au 6e. Vous ne payerez pas la même chose si vous êtes une profession libérale ou si vous êtes un particulier. Donc, les critères de différenciation sont très divers. Ça a un impact, évidemment, sur le droit de vote. Le nombre de voix est proportionnel à la participation aux dépenses. Et vous allez me dire, comment on le sait que c'est un élément d'équipement commun? Eh ben, c'est fixé par le règlement de copropriété. Alors ça c'est la Bible, la référence en la matière. Donc, on ouvre le règlement de copropriété et on voit si c'est qualifié d'élément d'équipement. Si ce n'est pas qualifié d'élément d'équipement, eh ben, c'est présumé partie commune. Donc, ça peut être très embêtant pour certains copropriétaires qui vont révéler l'essentiel. Donc, on n'a pas toujours la même chose d'une copropriété à l'autre. On n'a pas toujours la même chose d'une copropriété à l'autre. Et on peut avoir intérêt aussi à avoir modifié le règlement de copropriété en fonction. C'est vraiment l'ascenseur, c'est assez symptomatique de cette problématique. Ça ouvre la porte à de nombreux contentieux, de nombreuses ambiguïtés. Et là, les copropriétaires peuvent avoir intérêt à faire changer le règlement de copropriété. On ne le change pas comme ça, d'ailleurs, le règlement de copropriété. Hein, c'est la majorité de l'article 26, ça peut être parfois l'unanimité aussi. Donc, c'est une majorité très forte. Et puis, si toutefois personne n'arrive à se mettre d'accord, le juge peut intervenir, il peut y avoir un procès, et c'est comme ça qu'on a une jurisprudence très foisonnante. Donc, oui, alors voilà. Alors donc on va s'arrêter là pour l'instant parce qu'il y a encore, tu vas encore nous dire beaucoup de choses, Gisèle. Mais déjà, je vous ai posé le problème. Ah ben c'est exactement ça. La difficulté. Déjà, on comprend que il y a une référence à un règlement de copropriété. Tout le monde n'est pas censé utiliser de la même façon l'équipement, ce qui fait que ça a des incidences sur la prise en charge du coût de l'entretien.
Et c'est pas pareil d'une copropriété à l'autre. Donc, oulala. Donc déjà, bon. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça? Bah déjà, effectivement, que ça pose parfois beaucoup de problèmes, notamment déjà sur la différenciation qui existe entre les tantièmes qui sont dans le cahier des charges et qui sont rattachés au lot de copropriété et les tantièmes de répartition justement de ces charges en fonction de l'article 10, critères de l'utilité. Même si on a parfois, effectivement, je reprends l'exemple de l'ascenseur, les rez-de-chaussée en sont exonérés, quoique, et j'ai le cas dans plusieurs immeubles, on a une terrasse commune au dernier étage et donc les gens du rez-de-chaussée participent à l'entretien de l'ascenseur, ce qui est parfois difficile à faire comprendre aux copropriétaires qui en viennent de faire l'acquisition. Donc effectivement, ces charges qui sont lourdes, parce qu'il faut le reconnaître, les charges sont lourdes aujourd'hui et sont source de discussion, sont source de contentieux. La jurisprudence, bien sûr, vient nous éclairer, mais toujours avec un temps de retard, donc, et c'est son rôle. Donc aujourd'hui, on a pas mal, heureusement, de cahiers des charges qui ont été révisés, rénovés. Gisèle, tout à l'heure, disait qu'effectivement, il y a des majorités très importantes. C'est généralement au moins l'article 26, voire l'unanimité qu'il faut recueillir, avec les difficultés d'obtenir les présents ou les pouvoirs pour voter sur ces questions-là. Car de toute façon, c'est ce qui va déclencher après soit les mises à jour de cahier des charges, soit tout bêtement la participation aux charges et aux travaux futurs, puisqu'on évoquera, je pense, tout à l'heure les travaux également, qui sont liés en partie à l'entretien des équipements communs, qui, bien sûr, ne sont pas des parties communes. Très bien. Bon, et ben voilà. Donc, il fallait préciser tout ça. Alors maintenant, bon, ben on va voir un petit peu avec Bertrand. Donc Bertrand, on a parlé un peu d'ascenseurs là, et apparemment, c'est quand même source de complications ces ascenseurs. Donc, alors vous, quand vous intervenez en maintenance, vous posez pas la question de qui va payer, hein. Donc vous vous posez la question de ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, hein, pour que ça tienne la route. Effectivement, alors le qui va payer, c'est effectivement l'administrateur de biens, le syndic qui effectivement, de par sa position, représente la copropriété. Le vrai sujet pour nous, c'est surtout s'assurer que finalement, toutes les prestations qu'on délivre vont donner satisfaction aux utilisateurs, aux voyageurs, et qu'effectivement, toutes les actions qu'on peut faire en matière de maintenance vont garantir la bonne utilisation de l'ascenseur. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai que si on est au premier étage, on est un peu moins impacté que lorsqu'on est au 6e ou 7e, 8e étage. Pour autant, on a le même niveau d'exigence parce qu'effectivement, à partir du moment où l'ascenseur est en panne, ça concerne forcément en général tous les ascenseurs. Donc, notre vraie question, ce n'est pas forcément le paiement, c'est surtout s'assurer que la globalité des utilisateurs, la globalité des propriétaires soit satisfaite de ce qu'on délivre en matière de maintenance. C'est ça le vrai sujet. Exactement. Donc Bertrand, on va revenir après sur quelles sont ces prestations et quels sont les types de contrats que vous mettez en place, hein. Donc on va revenir plus dans le détail. Bien sûr. Là, c'est une petite intro, hein. Voilà. Bon. Jérémy, alors donc vous quand vous intervenez et que vous mettez en place un nouvel équipement dans la copropriété. Donc là, c'est vrai que là, on est plus au départ dans l'installation que dans la maintenance, parce que c'est quand même innovant, hein, les bornes, et la plupart du temps, vous êtes plutôt là pour les installer. Alors oui, tout à fait. Alors, je reprends un petit peu le terme justement des charges et des charges lourdes pour la copropriété. L'intérêt avant tout, c'est d'arriver à trouver une solution qui convient à tous. Et souvent, pour l'instant en tout cas, beaucoup de copropriétaires ne voient pas forcément d'intérêt à obtenir une solution de recharge. Donc pourquoi est-ce que l'ensemble des copropriétaires devraient payer pour une solution qui ne les intéresse pas pour l'instant et peut-être ne les intéresseront pas du tout? En tout cas, c'est la question qui peut se poser actuellement. L'intérêt de la solution The Plug, c'est que lorsque nous sommes votés en Assemblée générale, les seules personnes qui vont payer pour le service sont les utilisateurs. Donc, il n'y a aucun frais pour la copropriété et aucune gestion pour le syndic. L'intérêt, en fait, c'est simplement de trouver une solution commune de recharge, qui est par exemple la nôtre. Et dès l'instant où nous avons une première demande d'un copropriétaire, nous installons notre infrastructure qui est totalement indépendante des parties communes. Enedis nous ouvre un nouveau point de livraison
Et à partir de ce point de livraison, nous créons une infrastructure dédiée à la recharge pour les voitures électriques et qui sera s'adapter en fonction des besoins de l'ensemble des copropriétaires à venir. On va commencer par une, après ce sera par 5, par 10, par 20, etc. Jusqu'à ce que tout le monde soit équipé, en tout cas tous ceux qui en ont le besoin. Et ce qui est très important aussi de bien se rappeler, c'est que donc ce sont les utilisateurs qui payent, qui achètent une borne auprès de nos services, ils en deviennent le propriétaire. Notre infrastructure est à notre charge, elle évolue sans cesse et elle est toujours aussi maintenue en état pour respecter aussi les nouvelles normes qui peuvent arriver. Et il y en a de nombreuses chaque année. Et surtout aussi, c'est que quand une convention est signée avec une copropriété, avec The Plug, automatiquement, nous, on s'engage en fait à respecter l'ensemble des besoins de tous les copropriétaires, de la petite prise de recharge pour un véhicule hybride, par exemple, à la très grosse borne de recharge pour un taxi en tout électrique, par exemple. Ok, eh ben ça c'est important parce que là on était justement dans la notion d'utilité, d'usage. Donc là on ne paye que quand on a besoin et sinon on n'est pas concerné. Voilà, très bien. Et puis après on se raccroche au wagon. Hein. On se dit on en a besoin donc hop on vient s'ajouter aux utilisateurs. Donc Exactement. ça c'est vraiment très souple comme système. Bravo. Merci. Alors, donc maintenant qu'on a vu un petit peu ça, moi, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on a vu qu'il y avait différents types d'équipements. Alors, on ne les a pas tous cités, mais c'est vrai que c'est important. On ne se rend pas compte. Donc, moi, j'avais noté beaucoup de choses. Bien sûr, les ascenseurs. Alors, il y a des pompes de relevage, des portes automatiques de garage, la chaufferie, la VMC, tout ce qui est sécurité, incendie, les éclairages, le désenfumage. Il y a aussi, bien sûr, les bornes de recharge, l'étanchéité des toitures. Apparemment, ça fait aussi partie des choses qu'il faut, des équipements. L'interphone, tout ce qui est entretien, espace vert, etc. Bon, voilà. Donc s'il y a des choses donc ça peut aller assez loin. Mais pour autant, l'entretien et la maintenance, elle n'est pas obligatoire pour tous les équipements. Alors là, je voudrais que Gisèle nous explique un petit peu pourquoi il y a des équipements où la maintenance est obligatoire et pourquoi il y en a d'autres où c'est facultatif. Voilà, je dis bien facultatif parce que c'est vrai que c'est conseillé, c'est fortement conseillé, c'est tout ce qu'on veut, mais néanmoins, la loi, elle n'oblige pas. Hein. Bon, voilà. Pourquoi on aurait tendance à se douter du pourquoi de la chose. En général, c'est la sécurité des personnes la plupart du temps. Et il est vrai que dans certains cas, les normes sont obligatoires et doivent être respectées, notamment pour les ascenseurs, parce qu'il peut y avoir des accidents graves. Donc, c'est un élément d'équipement qui est particulièrement réglementé. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important. Il faut connaître, il faut parfois aller faire référence à d'autres dispositions, d'autres codes. Mais Gisèle, parce que j'ai pris des petites notes, moi, comme ça, je complète. N'empêche que c'est pas obligatoire depuis si longtemps que ça. Hein. Là, je vois obligatoire depuis la modification du Code de la construction et de l'habitation en 2003. Oui. Au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes pour la sécurité des personnes, la loi s'adapte et la jurisprudence viendra après continuer sur la lancée et préciser les dispositions légales. Toujours est-il que ces normes, justement, tout ne figure pas dans le code de la copropriété. Et si on veut connaître les normes pour certains équipements, si elles sont obligatoires, si elles sont facultatives, il faut faire référence à un autre code qui souvent est le code de la construction et de l'habitation. Et là, on va voir toutes les mesures relatives aux incendies, toutes les mesures relatives aux ascenseurs. On va trouver toute la législation. On va savoir si c'est obligatoire, si ce n'est pas obligatoire, si c'est facultatif. Et les conséquences sont non négligeables, vraiment non négligeables. Il faut connaître ces normes. Il faut savoir quelles sont-elles, si elles sont obligatoires ou non, qui va devoir les appliquer. Et il va falloir étudier de manière très rigoureuse les contrats qui sont proposés pour savoir à quoi s'engagent les constructeurs, les installateurs, parce que en fait, ça va mettre en œuvre les responsabilités ultérieures. C'est-à-dire quand il y aura un problème, un problème de fonctionnement, certes, mais il peut y avoir aussi des problèmes d'accidents importants. Ça peut mener aussi à des accidents graves pour les personnes. Les responsabilités civiles et pénales peuvent être mises en jeu. Donc, c'est fondamental de respecter ces normes, de voir qui doit les respecter et comment elles seront mises en œuvre. Donc, il faut toujours prêter un œil attentif
aux dispositions contractuelles qui, après, entraînera le jeu des assurances. Et les assurances, très souvent, elles vont chercher pour voir si tout a été respecté. Donc, vraiment, l'un découle de l'autre. Respect des normes, respect des obligations, responsabilité qui en découle, et ensuite les assurances qui vont examiner si ça rentre bien dans le cadre de leur garantie. Et dans le cadre des contrats d'assurance, il faudra tout particulièrement faire attention aux clauses d'exclusion. Parce que les clauses d'exclusion ou les clauses d'obligation, disons, ça c'est dans les contrats d'assurance, ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire, c'est obligatoire. Très souvent en balance, il y a des clauses d'exclusion, c'est-à-dire si tout ça n'est pas respecté, la garantie n'est pas acquise. Et les conséquences vont être dramatiques. Il faut à la fois bien étudier les contrats avec les prestataires et aussi les contrats d'assurance qui viennent se caler sur ces contrats-là. Donc, on va revenir sur certains points là évoqués par toi, Gisèle, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes et qu'il faudra un petit peu développer par la suite. On va demander à Philippe, parce que bon, là, on a vu qu'il y avait des contrats de maintenance obligatoires. Alors, quel est le rôle du syndic là-dedans? Il faut qu'il mette en place ces contrats, j'imagine. Il en a même une obligation. Et voilà. Gisèle parlait de responsabilité tout à l'heure. Ça rentrerait dans le cadre d'une responsabilité professionnelle. S'il ne le faisait pas, et la copropriété qui aurait un souci pourrait se retourner contre lui. Donc effectivement, le minimum que le syndic doit faire, c'est de mettre en œuvre ses contrats. On prendra l'exemple, puisqu'on a la chance d'avoir Bertrand avec nous, des ascenseurs, puisqu'il y a la loi Urbanisme et Habitat a prévu 2 types de contrats, qu'on a appelé simple et complet avant, maintenant c'est simple et étendu. On rentrera peut-être dans le détail un petit peu plus loin. Mais ça, c'est effectivement très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va borner ce que doit faire le prestataire et ce que doit la copropriété au prestataire dans le cadre de son contrat. Sur le plan financier, sur le plan… Donc, la copropriété a aussi intérêt à avoir, bien sûr, un contrat le plus étendu possible, mais surtout de faire respecter par son prestataire pour ne pas… Alors, ça ne veut pas dire que les prestataires, d'une manière générale, ne font pas leur travail, ce n'est pas du tout mon propos. C'est simplement qu'on aura une base qui, demain, en cas de panne répétée, en cas d'insatisfaction des résidents, on verra si, effectivement, ça rentre dans le cadre de la mission qui a été confiée par la copropriété ou pas. Et effectivement, c'est ça qui va, demain, en cas de litige, nous permettre d'avoir une base légale et qui déterminera, en fonction du contrat mis en place, le montant des charges qu'il faudra répartir, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fonction du critère de l'utilité. Et ça joue pour tous les équipements communs, comme le chauffage, vous l'avez listé tout à l'heure, les principaux, le chauffage, la VMC, c'est fortement recommandé, mais les portes automatiques… Alors, on a justement, c'est vrai que des fois, la liste est longue. Alors, on nous demande, et pour cet équipement, et pour cet équipement. Alors, c'est vrai que là, on nous demande, par exemple, pour le contrat extincteur, est-ce que c'est obligatoire dans un immeuble d'habitation haussmannien? Alors, oui. Et pourquoi les immeubles haussmanniens n'auraient pas de risque incendie moins important que les immeubles plus récents? On se le demande. L'extincteur est obligatoire. Alors, pour le côté haussmannien, étant niçois, je suis un petit peu embêté. Voilà. Mais non, l'extincteur n'est pas obligatoire partout dans la copropriété. Par contre, on avait, tout à l'heure, on parlait de l'ascenseur. Oui, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de dénaturer peut-être des parties communes avec moulure ou je ne sais trop quoi, où on mettrait un extincteur, ça ferait tache, quoi. Ça ne serait pas joli du tout dans le décor. Voilà, tout à fait. Non, mais l'extincteur dans la cage d'escalier, par exemple, n'est pas une obligation. Par contre, c'est une obligation en chaufferie, c'est une obligation en machinerie d'ascenseur. On retrouvera après le prénom dans les parkings, en fonction du nombre de parkings, en fonction du nombre d'étages de parking, il y a des obligations qui sont différentes. Mais ce n'est pas obligatoire, effectivement, l'extincteur partout. Alors, c'est pareil, on nous demande… Alors, c'est toujours le détail qui fait la différence. Bon, un contrat pour une porte automatique, voilà, on sait qu'il faut entretenir, c'est une obligation, puis c'est aussi un problème de sécurité. Mais quand c'est une porte automatique intérieure, alors là, est-ce qu'il faut aussi un contrat obligatoire d'entretien? Voilà. Là aussi, vous avez donné la réponse. C'est un problème de sécurité. À partir de là, du moment qu'il y a un phénomène de mécanisme qui est susceptible de lâcher, du moment qu'il y a une mise en insécurité éventuellement de l'utilisateur,
il doit y avoir contrat d'entretien derrière, ne serait-ce d'ailleurs que pour la tranquillité des copropriétaires et des utilisateurs. J'aurais tendance à dire que ce soit obligatoire ou non, comme a dit Philippe, il faut le faire. Il faut le faire parce que si vous n'êtes pas couvert par les assurances après, ça risque de poser quand même des gros problèmes financiers. Donc, il faut se dire que ce soit obligatoire ou non. Dès lors qu'il y a une responsabilité, s'il y a des dommages et des dommages importants qui peuvent être causés, il est d'une grande prudence quand même de contracter des contrats d'assurance qui viennent couvrir ces… Voilà, alors donc on verra avec Jérémy ce qu'il va nous dire également. Mais bon, moi j'ai noté que pour les contrats facultatifs, entre guillemets, donc on est plutôt sur donc j'ai noté des choses comme l'interphonie, la dératisation, les compteurs d'eau, l'entretien, les espaces verts et peut-être les bornes de recharge, quoique, bon, à voir. Donc Jérémy va nous dire. Mais justement, pardon, excusez-moi. Oui, non, mais je me permets, en fait, il y a justement par rapport à l'électrification des garages, nous on propose aussi ce service-là, sur lequel nous c'est un service supplémentaire qu'on propose, c'est pas quelque chose sur lequel nous gagnons de l'argent, c'est vraiment pour rendre service à la copropriété. On le fait sur devis dès l'instant où nous avons un utilisateur qui utilise notre service, donc nous avons notre installation qui est faite, on propose à l'ensemble des copropriétaires de pouvoir électrifier leur garage sur devis. Donc voilà, et donc là ça comprend la maintenance et l'ensemble de notre prestation qui est comprise dans cette installation. Donc voilà, ça permet aussi de copropriétés qui n'ont pas le souhait tous d'obtenir une solution d'électrification, d'avoir juste pour certains qui en ont réellement le besoin de le faire pour que quelques personnes. D'accord, donc vous ne touchez pas à l'installation dans les parties communes du compteur électrique de la copro. Oui, tout à fait. C'est totalement indépendant, c'est très important et on en est très fiers. Et j'en profite aussi, nous avions une question dans le question et réponse de Madame Houtshade. Je vois que Jérémy suit tout à fait les questions. On essaye. Je me suis dit, je vais lui garder pour qu'il fasse la totale. Et ben c'est parfait, voilà. Je me suis déjà permis de répondre en fait par écrit. Très bien. Ah ok, très bien. Il y a une question qui était intéressante qui disait est-ce que si plusieurs bornes sont installées, est-ce que la puissance est divisée entre les bornes? Non, comme je le disais, l'important c'est que dans notre convention, quand vous signez, nous on s'engage à respecter les puissances choisies par les utilisateurs. Donc en fait, notre infrastructure évolue sans cesse pour répondre aux besoins de chacun, que ce soit de la plus petite charge à la plus grande charge, même si vous passez de 1 à 100 utilisateurs dans un parking, aucun problème, on répondra aux 100 besoins qui seront tous différents. Bon, Jérémy, on reviendra parce que je crois qu'il y aura encore d'autres petites questions là Pas de souci. Pour tout à l'heure. Maintenant, on va demander à Bertrand. Alors, Bertrand, pour les ascenseurs, donc là, il y a une loi qui est vraiment précise de ce qu'il faut faire. Il y a des visites périodiques. Il y a des différents types de contrats. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus, Bertrand ? Alors, bien sûr. Alors, tout d'abord, vous évoquiez l'aspect obligation, non-obligation. Concernant les ascenseurs, il n'y a pas de débat. L'obligation, les propriétaires d'un ascenseur ont l'obligation d'entretenir l'ascenseur conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 2 juillet 2003. Et qui vient en plus être complété par le décret 2004-964. Donc, très clairement, sur cet aspect-là, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Dès lors qu'on a la chance d'avoir un ascenseur, on doit faire entretenir cet ascenseur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que naturellement, on doit le faire entretenir, mais on ne doit pas le faire entretenir n'importe comment. Parce que, comme il est très bien dit, Isabelle, il y a tout un arsenal juridique et légal qui vient encadrer l'activité des ascenseurs, à la fois sur le contenu des contrats de maintenance, et j'y reviendrai, et puis aussi sur la récurrence des visites, sur les conditions de dépannage, sur les conditions de ce qu'on appelle de déblocage de personnes coincées en cabine. Bref, tous ces sujets sont extrêmement encadrés par la loi. Et donc, ce qui est d'ailleurs très rassurant pour les copropriétés et puis pour nos clients syndics administrateurs de biens, c'est que ce sont des contrats qui sont de toute façon très encadrés et dans lequel effectivement on a un certain nombre de points de réassurance par rapport à ce que doit délivrer l'ascensoriste. Alors après, il se pose la question de savoir, il y a la loi et puis il y a ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'assurer, encore faut-il s'assurer que le prestataire qui réalise les réalisations de maintenance le fasse justement en respectant le contrat d'une part et avec les bonnes méthodes de maintenance.
C'est-à-dire qu'on peut faire, à titre d'exemple, un certain nombre de visites et respecter la fréquence des visites, mais si la méthodologie de maintenance des ascenseurs qui est faite dans le cadre de ces visites n'est pas la bonne ou n'est pas ajustée à l'ascenseur qui nécessite une certaine méthodologie, vous avez, alors sans rentrer dans le détail, mais vous avez des ascenseurs de type hydraulique, des ascenseurs électriques, des ascenseurs sans machinerie, bref, il y a tout un panel de types d'ascenseurs qui ont chacun leur méthode de maintenance par rapport aux organes dont ils sont composés. Bref, donc on voit bien assez rapidement que pour assurer l'aspect maintenant de l'ascenseur, il faut un vrai savoir-faire d'une part, et il faut aussi, et j'en reviens à l'aspect juridique, avoir une vraie connaissance des textes légaux. De façon assez simple, donc il y a deux types de contrats. Il y a effectivement un contrat dit à clause minimale qui définit le fait que, notamment, on ne doit pas avoir plus de 6 semaines entre deux visites de maintenance, qui définissent que, effectivement, le dépannage et le déblocage des personnes qui doit être réalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, il y a un deuxième contrat qui vient en complément, qui est un contrat de type complet, qui, lui, en complément des exigences réglementaires, vient finalement apporter un forfait matériel qui fait que si vous avez une panne sur un des organes de l'ascenseur, cette panne prend en charge finalement la fourniture et le remplacement de la dite pièce qui présente un défaut. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vraie sérénité, en tout cas de la copropriété, et d'avoir finalement une logique d'assurance, entre guillemets, tout risque, même si effectivement le tourisme n'existe pas, mais en tout cas d'avoir vraiment une vraie sérénité autour de la maintenance de l'ascenseur. Bon, Bertrand, on reviendra sur ces histoires de contrats parce que j'ai encore des questions pour toi. Voilà. Non, déjà c'est beaucoup plus clair. Hein, voilà, on sait comment ça se passe au niveau de la maintenance et que c'est obligatoire. Bon, bah, donc ça, on l'a bien compris. Alors, je vais redemander à Philippe peut-être. Donc, par rapport à peut-être l'expérience que vous avez, vous, des copropriétés que vous avez en gestion, de nous raconter un petit peu comment ça se passe au niveau, par exemple, des ascenseurs et de la maintenance des ascenseurs. Est-ce que vos copropriétaires, ils sont plutôt contrats simples ou contrats étendus? Ils sont donc, comment ils appréhendent cette sécurité par rapport au fait d'avoir un contrat qui garantit un maximum de tranquillité pour les occupants? Ça évolue au fil des années. Pendant de nombreuses années, moi, une partie de ma clientèle était très favorable au contrat minimal. Parce que ça coûtait pas cher, parce qu'il y avait une petite vision à court terme des choses. Et puis les installations vieillissantes, il y a des pannes qui arrivent. Ces pannes, il faut les payer, puisque ce n'est pas compris dans le contrat de l'ascenseuriste. Donc au fil du temps, on voit qu'il y a un glissement qui se fait au profit des contrats étendus. La difficulté, c'est que le contrat étendu par le législateur, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut ou pas. On parle de l'obsolescence des pièces, on parle de plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus recours, enfin moi j'ai de plus en plus recours aussi à un cabinet extérieur en conseil, justement, spécialisé dans les ascenseurs pour faire une vraie… On a l'obligation du quinquennal dans le contrôle, on n'en a pas parlé, mais qui nous donne aussi une vérification et un état à l'instant T de ce qui a été rempli ou pas par l'ascenseuriste, justement. Et à partir de là, ce glissement, on essaye, comme disait Bertrand, de mettre en place un peu un contrat tout sauf, parce que certaines pièces ne peuvent pas être prises en charge parce que trop usées au moment où on négocie ce contrat. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que le montant de l'entretien monte un petit peu en prix, mais ça assure une charge linéaire à la copropriété sur ses budgets également, et d'avoir pas de surprise si demain un treuil lâche ou s'il faut changer les câbles ou s'il faut changer le téléphone cabine, par exemple. Parce que c'est vrai que l'ascenseur, bon, c'est de la mécanique, c'est de l'électronique, c'est quand même quelque chose d'un peu subtil. Hein, et donc, c'est pour ça que Claude nous demande, est-ce que c'est comme pour les voitures? Est-ce qu'on a un contrôle technique obligatoire
Tout à C'est fait. ce que vient de dire Philippe et Bertrand aussi, tu l'as signalé. Hein. Voilà, c'est ça, exactement, parce que on l'utilise tous les jours, l'ascenseur. Enfin, normalement, enfin, je pense. Hein. Exactement, même plusieurs fois par jour. C'est pas tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. Tous les jours, plusieurs fois par jour, oui, ça c'est sûr. Oui. Mais effectivement, comme le disait Philippe, il y a un contrôle, donc c'est ce qu'on appelle le contrôle quinquennal qui doit avoir lieu au minimum une fois tous les 5 ans, qui est vraiment un contrôle technique de l'ascenseur qui est fait par une entité tierce par rapport à l'ascenseuriste et dont l'objectif effectivement de s'assurer de tous les points de contrôle et s'assurer à la fois de l'aspect normatif et de l'aspect bon entretien de l'ascenseur. Et ça, effectivement, c'est un contrôle technique périodique auquel les copropriétés ont obligation également de se soumettre. D'accord. Alors, Philippe, rien à ajouter par rapport à ça? Non, c'est une petite obligation complémentaire. D'accord, très bien. Moi, juste un point, oui, Isabelle, qui est important, puisqu'on parle de contrats étendus. Ce qui est intéressant, et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau sur le marché de l'ascenseur, c'est que jusqu'à présent, effectivement, il y a toujours eu la notion de contrat simple et contrat étendu. L'intérêt d'opter pour un contrat étendu, c'est qu'aujourd'hui, une partie des ascensoristes sont en mesure de délivrer ce qu'on appelle de la maintenance préventive, voire de la maintenance prédictive, qui est en fait la capacité finalement à anticiper les pannes avant qu'elles ne se concrétisent sur l'ascenseur. L'intérêt finalement d'avoir un contrat étendu, c'est que ça permet finalement à l'ascensoriste d'anticiper au mieux et de gagner en agilité. C'est-à-dire que si on identifie grâce à une maintenance préventive, une maintenance de qualité, que tel organe doit être remplacé parce qu'il va présenter un risque dans les 2 mois qui suivent, eh bien, plutôt que d'avoir à passer par un devis auprès du syndic, à faire accepter, etc., ce qui peut faire perdre du temps, en fait, on a directement dans le contrat étendu la capacité de remplacer la pièce de façon spontanée sans avoir à demander d'accord, puisque c'est compris dans le forfait pour la copropriété. Ce qui fait qu'au résultat, pour le bénéfice de la copropriété, ça permet d'assurer une qualité de maintenance en remplaçant les organes sans avoir à dépendre de décisions de la part du conseil syndical, puisque tout est intégré dans le forfait contrat étendu. Donc, on est vraiment sur une notion d'amélioration de la maintenance et puis en contrepartie, en matière de bénéfices pour les copropriétaires, c'est en fait finalement aller vers ce que j'appelle le 100% de disponibilité. À titre d'exemple, chez Dréville Combalisier, on est sur un taux de 99,3% de taux de disponibilité. Donc, les 0,7% qui nous restent à gravir sont ambitieux parce que plus on se rapproche des 100%, plus c'est compliqué. Mais voilà, c'est vraiment un exemple pour dire que ça permet d'avoir une gestion de l'ascenseur en ce que j'appelle en bon père de famille. D'accord. Merci Bertrand, parce que bon, nous, ce qu'on veut avant tout pour nos copropriétaires, c'est être tranquille. Là, on veut être serein. On ne veut pas se prendre la tête avec tous ces trucs-là qui tombent en panne et qui ne fonctionnent plus. On veut avoir confiance en des professionnels qui font le boulot pour nous et qui viennent quand il faut venir et qui n'attendent pas que ça tombe en panne pour se préoccuper de savoir, ben voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire avant en préventif, comme tu le dis. Donc ça, c'est très important. J'avais une petite question pour Jérémy, puis après on va revenir sur un sujet qui va vous concerner aussi tous. Alors Jérémy, donc on est quand même dans un équipement d'innovation et les choses évoluent assez vite. Alors, comment ça on a fait une installation d'une copropriété et puis entre-temps, il y a peut-être des bornes plus récentes, des changements dans les mécaniques de voitures qui font qu'on peut brancher des prises différentes, etc. Donc, comment vous arrivez à suivre vos installations et en quoi vous vous engagez là-dedans? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est, bon, déjà, tout ce qui est infrastructure, nous, c'est dans notre convention, on la préserve, on la maintient toujours aux normes. Ça, c'est obligatoire. Nos installations sont vérifiées par le consuel, organisme indépendant qui vérifie la bonne teneur et sécurité de nos installations électriques. Bref, mais au-delà de ça, surtout, c'est comment est-ce qu'on garantit justement cette pérennité d'utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne a vraiment encadré aussi l'ensemble des solutions de recharge pour les voitures électriques et que ce respect-là est obligatoire, ne serait-ce que pour récupérer les aides de l'État pour les copropriétaires.
En fait, aujourd'hui, une borne de recharge dans nos services, c'est 499 €, aide de l'État déduite. Une borne, ça coûte 2 000 €. Là, on passe à 499 € parce que nos bornes respectent les normes de l'État et sont les bornes Schneider de dernière génération. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que ces normes-là, en fait, les formes des prises, ce genre de choses, ce ne sont pas des choses qui, comme ce qu'on peut voir sur des smartphones, sont prêtes à évoluer tous les 2 ou 3 ans, ce genre de choses. C'est des choses qui sont faites pour durer vraiment sur le long terme, pour que ce soit des véhicules qui durent longtemps, qu'on n'ait pas à des adaptateurs, ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé 2 ans chez Tesla. Voilà, la norme dans les véhicules électriques, c'est très clair, c'est ce qu'on appelle le type 2 et toutes nos bornes sont type 2. Donc voilà, je vous invite en tout cas pour toutes les personnes qui sont intéressées à nous contacter directement, on peut faire le point avec vous. Et c'est aussi ça qui est très important, c'est que lorsque par exemple, si moi je signe aujourd'hui une copropriété, on signe une convention avec cette copropriété, automatiquement l'ensemble des besoins des copropriétaires vont m'être adressés à moi directement. C'est-à-dire que vous avez un vrai contact personnel avec les gens de notre équipe. On est une équipe de 60 personnes actuellement, on ne cesse d'augmenter la taille de l'équipe, on est en plein recrutement encore aujourd'hui. On est présent partout, on est présent à Nice, on est présent à Marseille, on est présent à Bordeaux, on est présent à Paris, on est présent dans le Nord, à Strasbourg, à Nantes bientôt, à Lille. Bref, on ne cesse d'augmenter notre équipe et on va toujours être là pour apporter le meilleur conseil sur la borne de recharge à choisir et le forfait aussi qui convient. Oui, parce qu'en fait, je m'étais posé la question bah, il y a les prises de charge en chargement lentes, les prises en chargement rapide, différents types de prises éventuellement. Donc c'est pour ça, j'étais partie sur quelque chose d'un peu plus compliqué, mais finalement. Si vous voulez, en fait, l'idée, j'aimerais pouvoir vous partager mon écran si vous m'en donnez l'autorisation. Ah bah alors, allons-y. Donc je résume, pour la copropriété, c'est sans frais, bien sûr. Pour un utilisateur, 499 € pour obtenir une borne installée et fonctionnelle. Et ensuite, des abonnements qui commencent à 12,90 € ou 19,90 € pour les voitures. Très simplement, en gros, voilà, c'est ça. C'est vous choisissez votre borne de recharge en fonction de vos besoins et ensuite, vous allez choisir l'abonnement en fonction de la quantité d'électricité dont vous avez besoin. Donc là, on parle vraiment de notions qui sont pour chaque utilisateur qui sont très différentes. Quelqu'un qui va rouler 50 km par jour n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va en rouler 300. C'est comme ça que fonctionne la voiture électrique. On ne fonctionne pas en plein, mais on fonctionne en utilisation quotidienne parce qu'on va recharger tous les soirs chez soi. Et donc voilà, bref, au-delà de la grille tarifaire, ce qu'il faut surtout regarder, c'est les puissances de bornes qui sont disponibles. Donc on commence en 2,2, en 3,7, ensuite en 7,4, on fait encore plus puissant, on fait 11 et 22 kW. Mais en gros, ce sont des vitesses de charge, 15 km/h, 25, 50, 70 et 100 km/h. Donc voilà. Et ensuite, vous allez choisir un abonnement en fonction de vos besoins. Ce que je voulais surtout montrer, et ce qui est important pour nous, voilà, ce sont nos bornes, ce sont des bornes Schneider. Voilà à quoi ça ressemble dans une copropriété. C'est on ne peut plus classique et on ne peut plus discret. Ça reste quand même quelque chose de très discret. Ça marche pour les places individuelles et aussi pour les boxes fermées, aucun problème, mais toujours dans les places en souterrain. Si vous avez des copropriétés qui ont des parkings souterrains et aussi des emplacements qui ont des parkings aussi à l'extérieur, donc ce qu'on appelle des copropriétés hybrides, nous, aucun problème, on pourra trouver des solutions aussi pour l'extérieur, mais ce ne sera pas avec la même solution. Et là, c'est à ce moment-là, à chaque fois, différent en fonction de la copropriété. Donc voilà, on arrive toujours avec une solution. On a aussi notre société sœur qui propose des solutions que pour les parkings extérieurs, pour les maisons individuelles. Bref, quand vous avez un besoin en copropriété d'une recharge, pensez The Plug, tout simplement. Oh là là, magnifique, magnifique. Oh, parfait. Alors là, il est bien, hein. Il est bien ce Jérémy. Hein. On le réinvitera. Merci. Quelle efficacité, magnifique. Bon, alors ah bah exactement. Et puis il y a les arguments et aussi, hein. Bon, et puis après, s'il y en a qui veulent avoir peut-être les présentations de Jérémy, bah on lui demandera, hein, s'il veut bien vous transmettre des informations et les slides. L'idée. Pardon. Je n'ai pas demandé à l'avance les présentations, mais c'est vrai que si vous avez des présentations, on peut les envoyer aux participants avec votre contact directement pour qu'ils vous recontactent. Mais surtout, enfin, n'hésitez pas à contacter directement The Plug sur notre site. Nous, on répond en 48 heures au maximum. Souvent, c'est plutôt 24 heures. Nos équipes sont là pour ça et j'en fais partie. Donc, on est tous à fond pour répondre aux besoins des copropriétés et des copropriétaires, pas que les syndics, les deux. Donc, voilà. Super. Faut pas oublier, je suis désolé, j'interviens 30 secondes. Je vous en prie.
que l'installation de ces plugs ou de Watt ou de tout autre. Ouh là 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 là, attention. Voilà, ça envoie des concurrents. C'est pour le titiller un peu parce que À sinon, Nice, il est trop bon. Il est trop bon. À Nice, on est quand même très présent. Je suis très Je déçu que vous sais, parliez de Watt. on a d'ailleurs des dossiers en commun. Par contre, il ne faut pas oublier, pour ceux qui nous écoutent, que ça doit passer automatiquement par l'Assemblée générale, Exactement. puisque l'installation va se faire, cette fois-ci, sur les parties communes. Exact, et c'est obligatoire d'être passé en Assemblée générale. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça qu'on essaie de toucher le maximum de copropriétés pour être là en amont des besoins. Parce que les besoins vont arriver, et quand il y aura le besoin, il faut attendre l'AG, et c'est souvent trop long. Donc, c'est bien de trouver des solutions en amont pour répondre aux besoins futurs de tous les copropriétaires. Merci beaucoup. Alors, là, vous allez peut-être répondre en chœur, je ne sais pas. On a un spectateur anonyme qui nous demande, ça fait très... J'aime bien, je me sens bien là dans cette émission, ça fait un peu radio, RTL et autres. Alors, nous avons une question d'un autre auditeur. Quelles sont les responsabilités du conseil syndical si un accident arrive dans un ascenseur qui a dépassé depuis plus de 2 ans le contrôle quinquennal, malgré les relances au syndic d'un membre du conseil syndical? Voilà, alors nous sommes en 2021, peut-on se retourner contre le syndic pour faute grave et voir le révoquer? Alors, il y a un peu de Gisèle, un peu de Philippe, un peu de Bertrand. Allez, vous avez carte blanche. En fait, les responsabilités vont être examinées à la lumière des manquements, c'est-à-dire qui avait l'obligation de faire quoi. En fait, c'est ça. Hein. Qui a l'obligation de faire quoi, et en fonction du titulaire de l'obligation vont être définies les responsabilités. En gros, c'est ça. Hein. Bon, d'accord. C'est court comme réponse, ça. Oui, c'est une réponse qui vaut de manière générale. Qui a l'obligation, qui a manqué à son obligation, et en fonction de ça, on détermine la responsabilité. Je crois qu'en tout cas, tel que c'est présenté dans le chat, malheureusement, c'est le syndic qui est responsable, puisqu'il a une obligation de faire le quinquennal, sauf s'il l'avait commandé au bureau d'études extérieures et que celui-ci ne l'ait pas fait. Peut s'en dédouaner. Le conseil syndical, il faut rappeler aussi qu'il a des obligations, il a des responsabilités qui lui sont de plus en plus accordées par la loi. Donc, effectivement, ses responsabilités s'accroissent. Mais pour autant, si le conseil syndical, ce qui a l'air d'être le cas, a écrit à mon confrère et que mon confrère n'a pas commandé le quinquennal, alors pour autant, dans le cas présent, il semble qu'il n'y ait pas eu d'accident, il semble qu'il n'y ait rien eu. Donc, il peut aussi rattraper en commandant rapidement au bureau d'études, mais il faut qu'il se dépêche. Donc, le conseil syndical a fait son boulot. Là, il n'a pas de responsabilité envers le conseil syndical. Et je ne pense pas que ça soit un motif suffisamment sérieux pour évoquer le mandat du syndic. J'adhère complètement aux propos de Philippe. Effectivement, à partir du moment où le conseil syndical s'est mobilisé auprès du syndic pour demander à ce que le contrôle quinquennal soit effectué par le bureau de contrôle, effectivement, le syndic emporte la pleine responsabilité si dès lors ce n'a pas été piloté comme cela aurait dû être, effectivement. Malheureusement, pour le confrère de Philippe, c'est de sa responsabilité. Après, il faut regarder aussi la responsabilité, elle est certainement là, mais aussi quels sont les troubles pour la copropriété. Ce qui viendra, s'il n'y a pas de problème de fonctionnement. Pas de responsabilité sans préjudice aussi. Hein. Il faut tout à fait. Préjudice, une faute, un préjudice, il y a un lien de causalité. S'il n'y a que la faute, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de mise en place de responsabilité. D'accord, je pense qu'on a répondu, hein, bravo, efficace aussi. Alors là, j'avais une petite question par rapport au contrat, justement. Une fois on sait qu'il y a des contrats qui sont de maintenance qui sont obligatoires. Donc ça, il faut souscrire un contrat. Mais est-ce qu'on peut en changer? Est-ce qu'on peut changer de prestataire? Est-ce qu'on peut mettre en concurrence les contrats ou quelque chose comme ça? Vous voyez où je veux en venir? Alors là, qui veut répondre? L'affreux syndic, certainement. Bien sûr. Non, oui, ça fait partie aussi des missions du syndic, justement, de régulièrement mettre en concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on changera de prestataire, car le prestataire en place peut très bien être tout à fait compétent et dans des prix compétitifs, mais c'est un peu le rôle du syndic, en liaison avec le conseil syndical d'ailleurs, de régulièrement mettre en concurrence les entreprises et les contrats qui sont proposés pour voir si on est toujours dans la meilleure tranche de rapport qualité-prix.
Et de manière générale, maintenant, la loi intervient pour permettre, un peu dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, de pouvoir changer relativement facilement de prestataire. La loi intervient beaucoup pour ça. Et après, bien sûr, il faut voir ce qui est mentionné dans les contrats. Ils doivent être conformes à ce que la loi permet. La loi Châtel nous a bien aidés. Par exemple. Bertrand, les contrats, ils sont sur combien d'années? Il n'aime pas Bertrand, la loi Châtel. Alors, si, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous dire, déjà, c'est vrai que la loi Châtel a été un tournant dans la façon d'appréhender effectivement la gestion des contrats de la part des copropriétés, mais c'est quelque chose de plutôt simple puisque finalement, quand un prestataire fait bien son job et que globalement le rapport qualité-prix qu'évoque Philippe est mentionné et validé, la mise en concurrence ne doit pas être crainte. La mise en concurrence s'inquiète dès lors que le prestataire ne fait pas les prestations, ne les réalise pas comme il devrait l'être, ou en tout cas que le rapport qualité-prix n'est pas équilibré. Donc, la mise en concurrence, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, moi, je n'ai aucun souci par rapport à la mise en concurrence. Au contraire, c'est l'opportunité d'avoir, de remettre finalement, de rafraîchir des sujets avec le conseil syndical, avec le syndic. Et c'est aussi l'opportunité parfois de réexaminer les attentes et les besoins des clients parce que les attentes peuvent évoluer, les besoins peuvent évoluer. La réalité d'une copropriété d'il y a 3 ans ou 5 ans n'est plus forcément la même, mais ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui, ne sera pas forcément la réalité de demain. Donc, de toute façon, les choses évoluent, les conseils syndicaux évoluent. Donc, globalement, la mise en concurrence, c'est plutôt une bonne chose dès lors qu'elle est faite intelligemment et naturellement. Il ne faut pas que ça soit juste un focus sur le prix parce que derrière le prix, il y a beaucoup de choses. Mais si c'est une mise en concurrence qui prend le soin d'avoir un spectre relativement large, qui examine à la fois les prestations, les moyens mis en œuvre pour réaliser les prestations, les garanties, etc., il n'y a aucun sujet, en tout cas, il n'y a rien à craindre d'une mise en concurrence. Voilà. Alors, je plaisantais, hein, Bertrand. Non, mais... Et par contre, je suis surpris d'une manière générale que beaucoup d'entreprises se mettent le couteau sous la gorge en ne respectant pas la loi Châtel. C'est clair. C'est vrai que ça... C'est étonnant. C'est clair. C'est la dynamique qui est mise autour de la loi Châtel, en fait. Il faut respecter finalement l'obligation d'informer et de communiquer parce que c'est ce qui fait le socle de la loi Châtel auprès des consommateurs et des entités qui en bénéficient. Donc, oui, le bon sens fait que normalement, on doit s'orienter, on doit respecter ce que demande la loi. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Gisèle, quelque chose à ajouter? Oui. Je voulais juste rebondir sur le fait sur l'évolution des besoins que Bertrand a évoqué. Et c'est vrai que c'est très important aussi de revoir les contrats assez régulièrement parce que les besoins évoluent. Les contrats doivent évoluer avec et les contrats d'assurance, c'est vrai que je me permets d'insister un peu sur les contrats d'assurance parce que c'est souvent ce qui sauve la mise et les finances des copropriétés. Les contrats d'assurance doivent évoluer aussi en fonction des besoins de la copropriété parce que quand survient le problème, on se rend compte que le contrat n'est pas adapté ou est plus adapté, que le contrat d'assurance ne va pas prendre en charge. Donc, c'est vrai que régulièrement, il faut faire un point sur tous les contrats qui ont été signés, tant les contrats avec les prestataires que les contrats d'assurance qui sont calés sur les responsabilités. Alors, les contrats d'assurance, j'imagine que quand on a un sinistre incendie et qu'il y a eu un défaut, qu'on n'a pas justement changé les extincteurs dans la copro, là, j'imagine que ça doit chauffer. Et oui, là, ça c'est sûr. Hein. C'est certain. Donc, est-ce que vous, Philippe et Gisèle, est-ce que vous avez eu des cas, par exemple, dans des copropriétés où il y avait alors je dis pas que Philippe n'a pas fait son boulot, mais il y avait peut-être des prestataires qui n'ont pas rempli leur mission, des visites qui n'ont pas eu lieu, voilà. Donc et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, ça arrive malheureusement. Personne n'est parfait et ça peut arriver. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus recours à des cabinets spécialisés extérieurs qui viennent non seulement sur l'ascenseur auditer les installations et vérifier. Comme en cours d'année, ils peuvent nous aider, si on n'est pas sur une prise en charge inclue dans le contrat, vérifier la véracité technique de la réparation qui est souhaitée, son étendue dans le devis qui est proposé et le coût moyen du marché.
Donc, ça fait partie, effectivement, des choses. Ça peut arriver, malheureusement. Moi, j'ai eu à connaître, Gisèle parlait des assurances tout à l'heure, dans un immeuble que je venais de reprendre, où il y a eu un début d'incendie relativement important il y a quelques années. Et en ouvrant le dossier assurance, puisqu'on avait l'immeuble depuis 8 jours, donc on n'avait pas eu le temps de renégocier le contrat d'assurance, et on s'est aperçu qu'effectivement, une des clauses qui étaient les déblais, alors c'est très technique, mais le pourcentage de prise en charge des déblais par l'assureur était très minime. Or, il y avait beaucoup de déblais, donc il y a eu une discussion avec la copropriété, avec l'expert de compagnie et avec mon prédécesseur. D'accord. Gisèle, puisque tu t'y connais un petit peu en assurance, donc je pensais par exemple aux assurances habitation quand on ne met pas le détecteur de fumée, mais dans les copropriétés, il y a des obligations dans les contrats d'assurance, il y a des obligations. Donc, est-ce que ils en demandent un peu plus que ce que exige la loi ou Oui, ils peuvent très bien demander un peu plus de précautions. On le voit aussi en tant que particulier quand il y a des vols. Très, très souvent, pour être assuré contre le vol, ils demandent à faire poser une porte blindée. Ils demandent un certain nombre d'obligations. Si jamais le vol est réalisé malgré, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, le contrat d'assureur, l'assureur peut ça peut être aussi une clause d'exclusion. Il faut vraiment bien lire ces contrats d'assurance, ils sont divers et variés. Donc, il faut vraiment bien voir quelles sont les obligations qu'on doit remplir pour que l'assureur ne refuse pas sa garantie. C'est important. D'accord. C'est même très important. Alors, en termes de responsabilité, donc on a vu que voilà, donc j'aimerais bien que tu reviennes aussi Alors, là-dessus. en termes de responsabilité, ce que j'aurais souhaité rajouter aussi, bien sûr, les responsabilités ne sont pas toujours si simples. C'est-à-dire, on a du mal à imputer tout de suite la responsabilité ou au fabricant, ou à l'installateur, ou au syndic, ou à qui que ce soit, ou à quelque intervenant que ce soit. Dans cette mesure, parfois, on a recours à un expert, ne serait-ce que pour dénouer cet écheveau. Donc, tout le monde va être mis en cause et on verra à cette occasion d'où vient le manquement. Chacun a des obligations dans soit dans l'installation, soit dans l'entretien. Chacun a des obligations. Et lorsque le dommage survient, il va falloir déterminer qui a commis ce manquement et à qui va être imputée la responsabilité. D'accord. C'est pas si simple. La responsabilité, c'est pas si simple que c'est. La manière dont on présente, c'est pas si simple que ça. Parfois, c'est très compliqué. Et pour savoir, il va falloir investiguer davantage. D'accord. Et à l'inverse, il ne faut pas hésiter aussi à prévenir l'assureur quand des travaux importants de rénovation ou d'entretien sont effectués dans la copropriété, puisque ça peut être l'occasion de revoir le montant de la prime, puisque son risque diminue. Absolument, mais tout à fait. C'est pour ça que les contrats sont vivants, en fait. Ils ne sont pas figés à l'instant T, ils sont vivants. Et il faut les faire évoluer en fonction de l'évolution de la copropriété elle-même. S'il y a de nouvelles parties communes, s'il y a des travaux, s'il y a de nouvelles installations, il faut vraiment être vigilant sur ces points pour faire évoluer le contrat d'assurance qui sauvegarde quand même les finances des copropriétaires. C'est pour ça que je me permets d'insister dessus. Parce que plus le contrat d'assurance est adapté à la copropriété, et plus moins l'assureur refusera sa garantie. Enfin, il pourra moins le faire, il aura moins de latitude. Donc, il faut que les contrats soient il faut qu'ils soient revus régulièrement. Bertrand, j'avais juste par rapport à ce que tu nous as déjà dit, faire évoluer les équipements par rapport aux besoins de la copropriété. Quand on est sur une modernisation d'ascenseur ou peut-être remplacer certains éléments, pièces, etc., est-ce que pour autant on renégocie le contrat d'entretien, de maintenance ? Alors, déjà, tout dépend de ce que l'on modernise et de l'importance de la modernisation. Ça, c'est le premier point. Après, il ne reste pas moins qu'un ascenseur modernisé, parce que justement,
les contrats sont encadrés par la loi, nécessitent exactement les mêmes moyens qu'un ascenseur qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on doit effectuer toujours le même nombre de visites, on doit un certain nombre de choses au titre de la loi. En fin de compte, c'est pas parce que vous avez un ascenseur qui est modernisé qu'il peut bénéficier d'une diminution du nombre de visites. Donc, ce sont des coûts fixes qui sont relatifs à tous les contrats et qui représentent finalement un socle, quel que soit l'état de l'ascenseur. Après, ce qui peut effectivement impacter le contrat de maintenance, c'est le fait que lorsque l'ascenseur est modernisé, c'est parce qu'il présentait un certain nombre de dysfonctionnements qui créaient des pannes, avec donc un taux de panne plutôt relativement élevé. Et si la préconisation de l'ascensoriste est pertinente, eh bien, la modernisation doit aboutir tout naturellement à non seulement une amélioration du confort pour les voyageurs, mais également une baisse notable des pannes relatives à l'ascenseur. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, on peut être amené à effectuer un geste commercial, une remise sur le contrat, partant du principe qu'il y aura moins de déplacements pour traiter les pannes. Et donc, qui dit moins de déplacements dit qu'effectivement, on peut faire effectivement une économie d'échelle par rapport au contrat. Mais j'insiste bien, voilà, il y a quand même tout cet aspect réglementaire qu'on a pris soin de définir en amont, à la fois sur le contrat minimal et le contrat étendu, qui fait que ça doit être respecté, et ce, quel que soit l'état de l'ascenseur. Très bien. Bah oui, parce que c'est des questions qui se posent. Hein. Moi, je ne fais que transmettre les questions que j'entends et que. Mais ce sont voilà. des questions tout à fait légitimes et qui méritent d'être posées. C'est d'ailleurs une bonne fois de plus une bonne chose qu'un conseil syndical puisse se poser les questions, ou que le syndic, et puis effectivement qui représente la copropriété, puisse poser ce type de questions, effectivement. Bah, on a des gens qui sont intéressés par les bornes pour véhicules électriques. Donc, Jérémy, on transmettra. Mais il n'y a pas de question. Mais par contre, alors on a des choses sur les chaudières, mais là ce soir on n'a pas de représentants. Moi j'ai essayé d'inviter des représentants de la maintenance de chaudières. J'ai appelé le syndicat des entreprises qui regroupent tous les mainteneurs et tout, mais bon, ils n'avaient personne de disponible pour ce soir. Je suis désolée. Donc on essaiera de les inviter à une autre occasion. Je me permets, j'en profite, voilà. Juste une petite chose que je n'ai pas eu le temps de préciser. Pourquoi aujourd'hui une solution comme les solutions de recharge communes pour les copropriétés existent, c'est que aujourd'hui, au niveau législatif, vous avez ce qu'on appelle le droit à la prise, qui est intéressant pour des toutes petites copropriétés avec 2-3 places de parking. Quand il s'agit de parking plus important, le droit à la prise est souvent vécu comme quelque chose d'assez négatif, que ce soit pour le conseil syndical ou même pour les syndics de copropriété, parce que c'est beaucoup de gestion, parce que ça utilise les compteurs des parties communes. Et donc, voilà, l'intérêt de voter une solution commune de recharge, que ce soit la nôtre ou un concurrent, eh bien, ça vous permet justement de pouvoir refuser des droits à la prise et surtout d'apporter une vraie solution qui est souvent même plus intéressante financièrement pour les copropriétaires. Parce qu'un droit à la prise, il faut compter entre 3 et 4 000 euros d'installation. Là, c'est 499 euros, borne achetée. Donc, voilà. Alors, Magali qui cherche une assurance pour un monument historique. Bon, alors là, c'est encore… Ouh là voilà, un monument historique. Bon, eh ben, on mettra Gisèle ou Philippe sur le coup, hein, je ne sais pas. Alors, Isabelle, s'il y a un ascenseur dans le monument historique, elle se rapproche de moi, parce qu'on fait beaucoup d'ascenseurs notamment qui visent à défendre le patrimoine français et patrimoine parisien. Donc, c'est notre cœur de métier depuis 70 ans, hein, tout ce qui est monument historique. Mais Bertrand, vous êtes entreprise du patrimoine ou comment? Non, bien sûr, c'est ça. Hein, voilà, c'est parce que nous sommes entreprise du patrimoine vivant, donc EPV, que je le dis avec le sourire, mais je le dis avec tout le sérieux possible. C'est qu'effectivement, alors on a 3 labels. On est ISO 9001, ISO 45001, mais au-delà de ça, on est aussi EPV, donc entreprise du patrimoine vivant. Et c'est vraiment c'est un label qui met en exergue le savoir-faire de l'entreprise, de notre entreprise, pour justement délivrer des projets à forte valeur ajoutée en matière de patrimoine, conservation du patrimoine, défense du patrimoine, et éviter de vous retrouver avec une boîte de conserve en plein milieu d'une cage d'escalier haussmannienne. Voilà, alors Magali, elle a peut-être besoin d'une assurance et puis aussi d'un ascenseur. Hein. La question que Magali se posait, c'était de savoir quelle serait la compagnie qui serait susceptible d'assurer un monument historique, c'est ça?
Je pense, ouais. Je pense que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Elle dit oui. Donc, oui, voilà. Bon, bah. Donc là, on n'est pas sur le sujet, on n'est pas stricto sensu sur le sujet des assurances ce soir. Donc, on a dans nos partenaires des compagnies d'assurance, des courtiers. On a tout ce qu'il faut. Voilà, on les fera intervenir là-dessus aussi. Et puis, on vous donnera une réponse. La FFCM, la Fédération française des assurances, peut-être on les contacte. Voilà, on va diriger vers des compagnies qui assurent. Je pense que toutes les grandes compagnies du marché, oui. Il y aura une audit technique par contre de l'état du bâtiment. Ça, oui, peut-être qu'il y en a qui sont plus spécialisés dans ce type d'assurance aussi. D'accord. Bon, alors, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça sera trop tard, je vous le dis. Voilà. Donc, alors, on va faire un petit tour pour clôturer l'atelier de ce soir, où chacun pourra donner le mot de la fin. Peut-être rajouter une petite précision ici ou là. Peut-être, voilà, si il n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'il avait envie de dire, c'est aussi le moment. Et puis après, on vous donnera peut-être quelques informations pour la suite des événements à venir, puisqu'on a eu quelques questions sur le salon de la copro et autres. Donc, on vous donnera peut-être quelques informations. Voilà. Donc, on commence. Qui veut commencer? Alors, je passe toujours par Gisèle parce que c'est normal, hein, Gisèle. Voilà, soyons… Bon, oui, soyons solidaires. J'ai été vraiment ravie de participer à ça, c'est une première pour moi, cet apéro copro, et vraiment, j'ai trouvé ça… Alors, ce n'est pas l'apéro copro, Gisèle, hein, c'est le rendez-vous copro. L'apéro copro, ça sera… l'apéro, ouais, ça c'est après. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Alors, l'apéro à Lyon, Jérémy, ça va faire un peu compliqué, mais bon, on trouvera une solution. Mais ça peut se faire à distance. Moi, je sortirai la bouteille, il n'y a pas de problème. Non, le rendez-vous copro, j'ai vraiment apprécié y participer. J'ai trouvé que c'était très agréable d'échanger avec les professionnels du secteur et… Non, voilà. C'était très, très, très bien. Bon, et Gisèle, écoute, tu reviendras si tu es contente, si ça te plaît. Hein, tu seras toujours la bienvenue. Donc, voilà. Alors, qui veut qu'on… alors, Philippe, allez, hop. Allez. Non, vraiment très, très heureux d'avoir participé à cet échange en même temps, en profondeur, et en même temps, on peut se dire les choses avec un peu d'humour, ça fait du bien. Je pense qu'on a essayé de répondre aux gens. Là aussi, par rapport à mon métier, je pense que la gestion de la copropriété, ce n'est vraiment que le travail en commun du syndic et du conseil syndical, justement pour l'étude des contrats, l'étude des charges, la prévision des charges. Il y a tellement de choses aujourd'hui, on a encore des décrets qui ne vont pas tarder à sortir et qui vont nous rajouter des obligations à tous. Sur l'entretien du bien, sur les isolations thermiques et autres. Donc, ça peut faire l'objet d'ailleurs d'un nouveau débat. Merci infiniment de m'avoir permis de participer. Merci Philippe. Donc effectivement, il y aura d'autres sujets qui vont se traiter tout au long de l'année. Vous avez vu la liste de nos rendez-vous, c'est copieux et on essaye de répondre aux attentes. Donc on a fait un sondage et on a demandé à nos abonnés, lecteurs, les sujets qu'ils voulaient qu'on aborde, avec qui, comment. Et c'est pour ça qu'on a, on a un peu innové aussi cette année. On a changé un peu les sujets, on a fait différemment. La formule est différente. C'est vrai que jusqu'à présent, on était plutôt sur une présentation de 10 minutes par chacun avec le PowerPoint et on attendait que chacun ait fini et on attendait parfois 1 heure avant de pouvoir poser sa question. Donc là, on a voulu faire… Bon, voilà, moi, maintenant, je me lâche un peu et je me dis que, bon, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit interactif. Sinon, on s'ennuie et puis tout le monde fait des webinaires aujourd'hui, donc il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu différent et il faut qu'on se fasse plaisir. Et on est entre nous, on discute, on se connaît pas. Et puis l'idée, c'est d'échanger de partager nos compétences et puis voilà, essayer de faire avancer les choses. Et je pense que là, même si ça a l'air un peu comme ça, léger,
distrayants et tout, on a abordé des vrais sujets et on a répondu à des vraies questions. Bertrand, bah toi, tu connais un peu aussi, bon, toi, tu as déjà participé aux apéros copro, à tout plein de choses avec nous, hein, donc tu nous connais bien. Oui. Donc la prochaine fois, tu te mettras en horizontal plutôt qu'en vertical, peut-être. Écoute, la prochaine fois, je ferai ça de mon PC. En tout cas, comme tu disais, il y a beaucoup de webinaires, mais il y a les webinaires et il y a les webinaires de monimmeuble.com, ce qui sont deux choses radicalement différentes. Donc, naturellement, mais c'est pas. S'il y a les webinaires de monimmeuble.com, c'est parce qu'on a aussi une animatrice de choc qui donne du tempo et de la dynamique à ce webinaire. Donc, bravo à toi, Isabelle. Ouais, je crois que je n'ai pas pris assez de vitamines, mais bon, pour cette animation. Tu sais, la reprise, c'est pas facile, hein, faut reprendre le rythme et tout, hein, donc je suis pas encore à fond, mais ça va se roder, En tout cas, au même titre que Gisèle et Philippe, déjà, je suis ravi d'avoir fait la connaissance de Philippe, Jérémy et Gisèle, donc déjà, c'est déjà en soi une excellente nouvelle. Ravi également aussi d'avoir discuté avec le sourire de sujets très sérieux. Et puis, naturellement, et pour finir, pour la maison de Rieux-Combalusier, on parlait de mise en concurrence, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous sollicitent pour que nous récupérions des ascenseurs de marque étrangère. Donc oui, ça fait aussi partie de nos particularités, c'est qu'on fait beaucoup de maintenance sur les marques étrangères parce que voilà, on est très forcément sollicité. D'autres clients ne trouvent pas forcément satisfaction ailleurs. Donc, on est heureux de récupérer tous ces clients, administrateurs de biens, syndics et conseils syndicaux. Et puis, naturellement, je serais très heureux de prendre une coupe avec Gisèle dans l'apéro, apéro copro. Philippe, je ne sais pas si le voyage de la visio du sud de la France à Paris, ça pourra se faire, mais ça sera vraiment avec grand plaisir. Et puis, je pense aussi à nos auditeurs qui, voilà, j'espère qu'on leur a apporté des réponses claires, limpides, qui les ont également aidés dans leurs décisions à venir. En tout cas, c'est un peu l'objectif que je m'étais donné en participant à ce webinaire, c'était d'éclairer du mieux que possible et avec le plus d'objectivité tous les sujets autour de la copropriété et me concernant spécifiquement le sujet des ascenseurs. Eh bien, Bertrand, écoute, on a bien compris que tu étais partant pour les apéros. Hein. Tu feras partie des premiers conviés. Merci. Voilà, je peux te confirmer ça. Sinon, dans les événements à venir, donc vous avez compris tous les mois des ateliers en ligne. Et c'est vrai qu'au mois de novembre, les 3 et 4 novembre, donc on en parle dès maintenant parce que ça va se faire cette année, c'est bon, on va pouvoir assister à ce fameux salon de la copropriété parisien. Alors, je sais qu'il y a un salon de la copropriété niçois également. Coucou les sudistes. Voilà. Alors, ça se passe à peu près, je ne sais plus. Alors, tu as les dates, Gisèle? Non, je ne sais plus où, Philippe, peut-être. Oui, mais elles sont fixées. Voilà, voilà, on les a de toute façon mis dans notre agenda aussi parce que nous, on est… C'est vers mi-novembre, je crois. Voilà, c'est un peu après. Hein, c'est un peu après. Nous, c'est 3-4, vous, c'est un peu après. Donc, on a mis toutes les dates et voilà. Et vous allez pouvoir nous voir, nous retrouver, nous rencontrer, moi, l'équipe et tous les partenaires qui seront présents sur le salon et tous ceux qui viendront nous voir et qui voudront discuter avec vous. Voilà. Sinon, Gladys, quelque chose à ajouter? Oui, non, du coup, j'ai juste vérifié. Donc, Solucop, 18 et 19 novembre. Voilà. Voilà, 18-19 novembre. Merci. Voilà, donc c'est bien qu'on ait des événements un peu aussi délocalisés, hein, puisque vous êtes combien de cabinets de syndic, l'UNIS Côte d'Azur, Philippe? De mémoire, on doit être presque 60. Ah oui. Sur Nice, hein, après. Sur Nice, voilà. Nice et Cannes, les alentours. Sur la PACA, il faut rajouter Marseille, donc on doit. Et entre les deux, donc on doit tourner autour de 200 cabinets. D'accord. Bon, donc bon, cette année, je suis désolée, je ne viendrai pas vous voir. Ce n'est pas prévu dans mon agenda. Bon, je vais couper. Très bien, ça. Voilà, je savais que ça ne ferait pas plaisir. Mais non, c'est pas… c'est moyen. Mais bon, on se rattrapera. On se rattrapera l'année prochaine. Bon, voilà, on fera notre petite tournée. On viendra voir Jérémy aussi. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci.
Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je crois que j'ai sûrement oublié des choses à vous dire, mais vous trouverez tout sur le site internet de toute façon. Et puis, si vous avez des questions, Gladys est là, elle va y au grain, elle vous répondra. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin de contacter les sociétés, les intervenants, les invités de ce soir, et voilà, on vous transmettra tous les coordonnées, hein, bien sûr. S'il y a des présentations, s'il y a des choses que vous voulez transmettre à nos participants, on transmettra en même temps. Et puis, on vous dit à très vite, à très bientôt. Et on vous remercie, bien sûr, d'être resté jusqu'au bout avec nous. Et bien que je n'ai pas fait les claquettes et tout ça, parce que voilà, mais merci quand même de votre attention à tous. Et puis, voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors la prochaine fois, j'espère que vous serez encore plus nombreux, parce que là, c'était l'événement du mois de septembre. Et l'événement du mois de septembre, c'est difficile de motiver les troupes, hein, on le sait, hein, il y a eu les vacances, il y a eu tout ça avant, mais j'espère que vous serez encore là, plus nombreux les fois suivantes. Voilà, Gladys et moi, on s'associe pour vous dire à très vite, à très bientôt, vous remercier, merci à tous, et puis voilà, une bonne soirée. Bonne soirée, merci. À bientôt. Merci, Au revoir. Merci. Voilà, au revoir tout le monde. Je ferme.